100% vélo. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de 100% vélo, le podcast de la rédaction sportive de Ouest France consacré au cyclisme. Je suis Vincent Côté et je suis accompagné aujourd'hui par Gaspard Brémond et Alvin Coalef. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour. Alors aujourd'hui, sommaire un peu particulier pour ce 45e numéro de 100% vélo qui va être totalement consacré à l'info du jour qui est tombée ce matin, l'officialisation de la présence de Paul Sexas sur le prochain Tour de France du 4 au 26 juillet. C'est pas vraiment une surprise, compte tenu de sa progression hivernale, ses 7 victoires ou ses 2 défaites juste derrière Tadej Pogačar, mais c'est tout de même un grand événement et disons-le clairement, une espérance, celle de voir enfin un Français remporter le Tour 41 ans après Bernard Hinault. « 100% vélo. En préambule à notre débat, Gaspard, Alvin, chers auditeurs, je vais vous lire la déclaration de Paul Sexas publiée ce matin sur les réseaux sociaux de son équipe Decathlon CMA-CGM. Je cite « Je suis vraiment très heureux d'annoncer que je vais participer au prochain Tour de France. C'est mon rêve d'enfant, quelque chose que j'ai souvent imaginé et c'est désormais tout proche. Je n'ai que 19 ans, mais comme je l'ai déjà dit, l'âge n'est ni un frein ni une excuse. Cette décision, prise en concertation avec la direction de l'équipe, a été mûrement réfléchie et s'est construite collectivement ces derniers jours. Mes résultats depuis le début de saison m'ont donné beaucoup de confiance. Je me sens prêt et j'aurai des objectifs ambitieux. Ce n'est pas mon état d'esprit ni ma conception du cyclisme de m'aligner sur le Tour de France dans un seul objectif de découverte et je viserai le meilleur classement possible. Avant cela, je disputerai également en juin le Tour Auvergne-Rhône-Alpes sur des routes que je connais très bien et dans un format qui servira de préparation idéale à mon premier grand tour. Voilà messieurs. C'est solennel, hein, c'est pas l'appel de Londres, c'est l'appel de Lyon. C'est le discours d'un roi peut-être, Ouais, mais peut-être. En tout cas, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Cette présence de Paul Sexas au Tour de France, c'est un bon choix ? On est en mai, fais ce qu'il te plaît. Et Paul Sexas a donc décidé de faire le Tour de France. Je pense qu'il a bien sûr associé son équipe avec lui, qui a participé à cette réflexion, mais dans la mesure où lui avait l'envie de le faire, son équipe n'allait évidemment pas refuser. Au contraire, je vois pas comment ça aurait pu en être autrement. Vu tout ce qui s'est passé depuis le début de saison, ça aurait été incompréhensible de voir son équipe et lui faire marche arrière maintenant, alors qu'il a coché tous les points de passage à cette participation au Tour de France. Il a brillé partout là où il s'est aligné cette saison, bien au-delà même des espérances. Donc il est dans les temps et comme tu le disais, ça fait 20 ans peut-être qu'on n'aura pas de Français au départ du Tour dans l'étiquette d'un possible futur vainqueur du Tour. Alors on rappelle qu'il n'a pas encore 20 ans. Alvin, pour toi c'est un bon choix. On rappelle Alvin que tu as assisté à la première victoire professionnelle de Paul Sexas. C'était lors de la Faune Ardèche Classique à la fin du mois de février. Oui, et déjà là on se disait oui, il a tout. Il avait déjà tout ce qui fait qu'aujourd'hui on dit que c'était une évidence qu'il soit sur le Tour de France parce que je vois pas comment il pouvait en être autrement. Il représente déjà tellement, il est déjà tellement sportivement et puis médiatiquement au niveau marketing. En fait, le Tour de France, la France et le sport ne peut presque pas se passer de Paul Sexas sur le prochain Tour. C'est l'évidence même, ouais. C'est clair. Alors maintenant, vous avez vu dans sa déclaration, il affiche haut et fort son ambition, celle qu'on lui a vue lors de la Flèche Wallonne ou encore à Liège-Bastogne-Liège où il a talonné longtemps Tadej Pogačar. Quels objectifs peut-on raisonnablement lui fixer ? Alors moi, c'est là où je suis pas tout à fait d'accord, en revanche, avec ce qui se dit aujourd'hui. C'est que autant je trouve ça tout à fait normal qu'il soit au départ du Tour de France, c'était logique, vu sa progression, tout ce qu'on a dit, le côté pépite, etc., très complet, chrono, montagne, il est excellent, c'est l'un des 2-3 meilleurs coureurs du monde aujourd'hui. Sur des courses de une semaine en tout cas. Mais en revanche, sur un objectif de course de 3 semaines de Tour de France, je trouve que pour une première participation 19 ans, c'est trop risqué d'annoncer dans la communication cet objectif de classement général et potentiellement de plus haut possible, sous-entendu podium, why not. Je pense qu'il aurait, fallu l'aligner en lui disant c'est ta première année. Et oui, d'assumer le côté découverte, apprentissage. Il n'y a pas de mal à découvrir un Tour de France, cette caravane, toute cette ambiance et cette effervescence-là. C'est particulier. Il n'a que 19 ans. Il n'a jamais couru 3 semaines. Donc il y a beaucoup d'inconnus encore pour lui. Et c'est pas une tare de faire ça. Donc il aurait fallu pour moi lui dire voilà, on t'emmène encore une fois jusqu'où tu peux aller. Tu fais de ton mieux. Si c'est top 5, c'est très bien. Si c'est top 10, c'est bien. Ensuite, Inch'Allah.
mais attention, de lui dire classement général, il y a quand même là une grosse pression derrière. Et il faudra pas derrière dire attendez, on l'a cramé. Il s'enflamme un peu. C'est également ton avis, Alvin ? Non, je suis pas tout à fait d'accord avec Gaspard parce qu'en fait, il casse la temporalité comme de grands sportifs dont on a déjà fait les comparaisons les plus flatteuses, hein. Wembanyama, Mbappé, Marchand, Dupont. En fait, on est déjà là en termes de temporalité. On est dans quelque chose qui casse tous les codes qu'on connaissait, vous, moi, tout le monde en fait. Il y a aucune raison qu'ils se disent. Enfin, je le vois mal y aller pour faire 2 étapes et bâcher en 3e semaine, quoi. Il est déjà tellement fort, son équipe est forte et hyper ambitieuse avec un budget XXL. Évidemment, qui dit qu'il y va pour faire quelque chose. Et en fait, on lui en voudra pas s'il fait 7e, quoi. S'il craque en 3e semaine, on dira oui, il n'était pas assez mûr, il a tenté, bravo à lui. Je pense qu'il a rien à perdre, en fait, quoi. On lui en voudra pas, mais s'il craque en 3e semaine, ça sera considéré comme une déception, dans la mesure où son équipe lui a dit il y va pour le classement général. Alors que si tu mettais pas ces 2 termes classement général, je pense que tu disais quelque chose de différent, tu racontais quelque chose de différent si ça se passait pas hyper bien. Voilà, là t'induis forcément une déception si il termine pas à aller dans les 5 premiers, alors qu'il a que 19 ans et qu'il aura potentiellement 10-15 Tours de France derrière lui. Alors, je crois que c'est l'année lors de laquelle il peut encore se craquer. C'est-à-dire c'est l'année auquel on lui passera à peu près tout. S'il se rate, on dira oui, il a que 19 ans, il a essayé. Je pense qu'il y a une espèce de mensuétude encore. Ça durera probablement pas. Mais cette année, il peut se permettre, à mon avis, de rater, même si les circonstances, je l'imagine mal raté. Mais on verra plus tard. Personnellement, je suis un peu surpris, effectivement, par l'excès de confiance que dégage sa déclaration, la communication de son équipe. Parce qu'effectivement, il aurait pu être un peu plus rond, un peu plus consensuel dans ses ambitions, un peu plus flou aussi, clairement, parce que 3 semaines, finalement, c'est l'inconnu. Là, on sent que après une semaine de réflexion post-classique ardennaise, il est en totale confiance, en totale maîtrise de ses capacités et qu'il affiche haut et fort, finalement, la couleur, quoi. Et quelque part, il se projette déjà sur un duel aussi. Or, ce Tour de France promet une affiche assez excitante avec quand même, au-delà de Tadej Pogačar qui lui courra pour un 5e titre, Jonas Vingegaard qui normalement sortira d'un Tour d'Italie victorieux, mais aussi Isaac Del Toro, le lieutenant de Pogačar, Juan Ayuso, Oscar Onley, Florian Lipovitz, Kevin Vauquelin, Remco Evenepoel, Sian Huijsbroeks, enfin Richard Carapaz, la liste des prétendants est énorme. Non mais effectivement, on parlait de communication à l'instant, là c'est de la sémantique sur l'aspect risqué, pas risqué de dire ces mots, mais sur le papier, je pense que Paul Sexas, soyons clairs, il peut... raisonnablement, vu ce qu'il a fait sur ce début de saison sur le Pays Basque notamment, où c'était une démonstration, il peut viser un top 10 du Tour de France sans doute. Ouais, voilà, ça me paraît largement. Et j'ai envie de dire que je serais sans doute surpris parce qu'il peut largement faire un top 5 et pourquoi pas un top 3, ce serait imaginable vu ce qu'il a fait. Donc on va sans doute être surpris avec ce gars-là pendant des années encore. Il va nous surprendre et c'est aussi le charme de Paul Sexas. Après, il y a quand même des inconnus. Je répète, course de 3 semaines. Face à un Lipovitz, il a baladé au Pays Basque. Il est nettement au-dessus sur une course d'1 semaine. Mais en 3e semaine, dans les Alpes, après 2 semaines d'efforts à haute intensité, comment son corps va réagir, comment son équipe va pouvoir continuer à le porter. Il n'a pas forcément la même équipe que l'équipe Red Bull. Donc il y a quand même des inconnus aussi à prendre en compte. Comment il va réagir à la pression tous les soirs des médias qui matin, midi et soir vont le solliciter, du protocole, de tout ça. Il y a beaucoup trop d'inconnus aujourd'hui qui peuvent nous assurer, je pense, de dire que voilà, sur le papier, à la pédale, il peut faire top 5 sans doute. C'est probablement l'un des 2-3 meilleurs coureurs du monde aujourd'hui, nettement derrière Pogačar, mais peut-être qu'il n'est pas si loin de Vingegaard. Mais par contre, sur 3 semaines, dans l'environnement du Tour, avec son équipe, face aux meilleurs du monde, en juillet, voilà, quelle sera la clé? Ouais, et la question que je me pose, c'est s'il n'y a pas ce top 5, ou mieux encore, s'il n'y a pas ce podium, parce qu'au fond, lui, je pense qu'il se dit qu'après avoir battu Lipovitz très facilement lors du Tour du Pays Basque, on rappelle que Lipovitz était 3e du dernier Tour de France et il lui a collé quand même 2 minutes 30. Je pense qu'en son fort intérieur, il serait déçu de ne pas être sur le podium, à minima, derrière Pogačar et Vingegaard. Et c'est là où il y a une prise de risque. Je suis pas loin d'être d'accord avec toi, mais comme on disait tout à l'heure, en fait, je pense que leur matrice est différente, quoi. Enfin, la sienne, en tout cas, semble différente, celle de son équipe aussi.
Et je pense que s'il vise un top 3, c'est à la fois légitime, un poil ambitieux, pour pas dire plus. Et en même temps, vous comme moi, ça nous paraît d'une logique folle, en fait, vu ce qu'il montre, puisque on dit souvent il faut être fort en contre-la-montre. C'est un des meilleurs du peloton en contre-la-montre. Il peut grimper, il a pas peur en descente. Enfin, il a absolument tout pour faire un top 3. Et je serais même prêt à mettre une pièce sur le fait qu'il a aussi l'équipe pour le protéger, parce qu'on voit que Decathlon, c'est quand même très très solide cette année, quoi. Mais en fait, Alvin, tu as raison, c'est qu'avec Paul Sexas, on est presque ringard en fait dans nos analyses déjà. On est hyper prudent, on est conservateur à une époque où lui bouscule tous les codes, défonce tout et nous déstabilise nous aussi dans nos analyses, dans nos prédictions. C'est qu'on est encore presque avec des raisonnements d'un ancien monde du vélo, même s'il a été sacrément bousculé ces dernières années. Et lui arrive avec toutes ces nouvelles données, tous ces nouveaux codes. Et toi, tu l'as vu gagner sa première course en Ardèche, donc tu t'en es rendu compte. C'est qu'il n'est pas du tout du même bois que les autres. Et sans doute qu'il faut qu'on revoie tous nos discours, toutes nos prudences quelque part. Ouais, tu as raison, Gaspard. C'est vrai que nous, on est encore bercés par l'école Cyril Guimard, Bernard Hinault. Quand même pas, mais bon. Bah, si, avec cette certitude qu'en physiologie, avant 22 ans, on n'était pas capable de faire une course de 3 semaines. Mais même Thibaut Pinot, il y a 15 ans, c'était pas ça quand même. Tu vois, il y avait un entre-deux. Je te parle pas de Hinault il y a 40 ans, mais Pinot, Bardet, cette génération-là a pris le temps un peu plus de construire les choses. Et sans doute que nous, dans notre construction d'analyse, on va dire, on est encore un peu à regarder ça comme ça. Tout à fait, mais il y avait quand même un âge minimum auquel on pouvait se présenter. Effectivement, tu parles de Thibaut Pinot, Romain Bardet. Dès 21 ans, on voyait en eux de potentiels espoirs sur les classements généraux des courses de 3 semaines. Mais ce qu'il faut bien saisir avec Paul Sexas et avec cette génération 2.0, la Gen Z du cyclisme, comme on dit, c'est qu'on est professionnel beaucoup plus tôt. Concernant Sexas, on dit que depuis l'âge de 15 ans, il s'entraîne comme un professionnel. C'est sans doute un petit peu exagéré, mais ça ne l'est pas quand on regarde son palmarès au cours de ces 2 années juniors, où il a effectivement tout gagné, tu le rappelais, Alvin, sur tous les terrains. Il faut savoir qu'il est à la fois capable de briller sur les pavés de Paris-Roubaix quand il faisait l'épreuve de la Pével classique, réservée aux cadets lors du trophée Madio, mais aussi sur les chronos, il est champion du monde junior, mais aussi sur la classique des Alpes qui est réservée aux grimpeurs. En fait, il n'a aucun point faible. Aucun point faible, et sans doute préparer son corps, même s'il n'a pas encore 20 ans, à des efforts comme il y a encore quelques années, seuls les garçons de 22-23 ans étaient capables de le faire. C'est là où, effectivement, on est un peu ringard. Merci de nous le rappeler, Gaspard. Alors, il y aura, je ne sais pas si on va l'évoquer, mais il y aura quand même un rendez-vous pour Paul Sexas pour savoir un peu plus de quoi il sera capable en juillet. Et ça va être déterminant. Et on le suivra, tu iras, Vincent, là-bas, c'est le Dauphiné. Désormais, Tour Rhône-Alpes, Auvergne. Ou Auvergne-Rhône-Alpes, je ne sais jamais. Mais là, il n'y aura pas Pogacar. Il n'y aura pas Vingegaard. Donc, il va être attendu pour peut-être gagner le Dauphiné. Il y aura juste Remco Evenepoel. Voilà, donc c'est pas rien, mais en tout cas, il n'y aura pas les 2 monstres du Tour, du général. Donc, il va être attendu pour gagner potentiellement le Dauphiné. Et s'il gagne le Dauphiné, 3 semaines après, il y a le Tour de France. 2 semaines après, pardon. Donc attention. Mais ceci dit, s'il se craque au Dauphiné, on en saura aussi un peu plus sur sa forme et son potentiel pour juillet. Et attention, ça va être une course très importante à suivre. 1 semaine sur un terrain de jeu, bien sûr, très ressemblant du Tour de France. Donc le prochain gros rendez-vous de Paul Sexas, qui nous permettra de nous emballer encore un peu plus ou au contraire de nous freiner un peu, ce sera le Dauphiné. Le Tour de France, donc départ à Barcelone le 4 juillet. Vous connaissez le parcours, avec d'abord un contre-la-montre par équipe à Barcelone, et puis ensuite une remontée vers la France en traversant les Pyrénées, le Cantal, un petit tour dans l'est de la France, avant de finir en 3e semaine dans les Alpes, un menu vraiment corsé. C'est un parcours qui est taillé pour lui, Alvin ? En fait, on ne sait pas. J'ai envie de dire oui, parce qu'il brille sur tous les terrains, et je pense même que en fait, il sera dans la bagarre tout le temps. Je le vois pas perdre du temps sur une des étapes. Je les ai re-regardées tout à l'heure. Et en fait, je ne vois pas d'étape où il peut être faillible au point de perdre du temps sur des leaders, quoi. Ce qui est déjà hallucinant. Ouais, c'est un tour qui, je pense, peut être pas mal pour lui. Pourquoi ? Parce que il monte crescendo. C'est-à-dire qu'il y a ce départ en Espagne, il y a cette traversée des Pyrénées qui est pas la plus dure de l'histoire du Tour de France. Ensuite, il y a cette diagonale. Certes un peu piégeuse, mais sans non plus chantier terrible. Il y a la traversée de l'Auvergne, etc. et quelques pièges.
Mais après, il y aura surtout cette dernière semaine dans les Alpes, plateau de Solaison, je crois, le dimanche, ensuite 2 fois l'Alpe d'Huez, etc. Là, ça va être terrible, mais c'est sur la fin du Tour de France. Donc, s'il arrive physiquement à tenir les 2 premières semaines du Tour de France et ne pas se cramer donc, dans ces Pyrénées qui seront un peu moins dures qu'accoutumées, eh ben, ça peut être un all-in, on va dire, sur une semaine, façon course d'une semaine, ce qu'il a déjà fait au Pays Basque ou qu'il va faire au Dauphiné en juin. Donc, je pense que ce Tour de France, en vrai, il peut être pas mal pour lui au niveau du parcours. Oui, et puis à minima, il visera le maillot blanc, mais il peut très très bien aussi s'emparer du maillot jaune, justement, dès l'Espagne, avec ce contre-la-montre par équipe, où Decathlon, CMA, CGM, évidemment, va construire un effectif autour de lui. Alors aujourd'hui, il n'y a que 4 coureurs qui sont présélectionnés officiellement pour cette grande boucle. Il y a les sprinters Olaf Koy et Dan Hall, les coureurs néerlandais. Le Suisse, excellent rouleur Stéphane Bissegger, et le Belge Tige Benoît, qui a été opéré cet hiver d'une hernie discale. On peut penser qu'il y aura aussi comme grimpeur Mathieu Riccitello, et puis comme seul coureur français à ses côtés, ses proches Aurélien Paré-Peintre et Nicolas Prodhomme. Elle vous va cette composition d'équipe, Alvin, Gaspard ? Ah oui. Oui, moi je la trouve impressionnante. Enfin, elle est hyper complète. Il a ses lieutenants. Decathlon pourra aussi jouer quelques autres cartes si besoin. Enfin, je trouve l'équipe très très complète à titre personnel. Ouais, après j'aurais bien aimé voir un Oliver Neysen, un patron, un capitaine d'équipe, le Belge, toujours un bon gars de vestiaire comme on dit, super rouleur, équipier d'expérience. Félix Gall qui va faire le Giro, il aurait pu être précieux en haute montagne, en 3e semaine pourquoi pas, mais il va faire le Giro donc ça va être compliqué qu'il double je pense. Effectivement, Paré-Peintre, on aurait pu aussi un Jordan Labrosse qui a fait un début de saison intéressant avec lui, je crois qu'il était avec lui en Ardèche quand il gagne... Alvin, qui roule fort aussi. Donc oui, c'est pas mal, hein, c'est complet. Comme tu disais, ils peuvent faire quelque chose dès le chrono inaugural. Et tu parlais du maillot jaune. On peut même rêver. Et si ça n'arrangeait pas dans un scénario qu'on aime un peu anticiper, un joli roman, un joli bouquin, de se dire ça irait bien à UAE aussi de laisser le maillot jaune assez rapidement à Paul Sexas. Voilà, ça permettrait aussi d'avoir l'attention un petit peu sur une autre équipe, de s'accorder aussi un peu les faveurs de la foule dans un contexte qui est pas toujours simple pour cette équipe UAE. Donc j'ai ce petit songe de temps en temps qui me vient à me dire voilà, et si ça se passait comme ça. C'est sûr que ça peut être l'intérêt de Tadej Pogačar de ne pas s'emparer trop vite du maillot jaune ou, comme tu le dis, de savoir faire des cadeaux ou du moins s'entourer d'alliés potentiels par la suite. Mais là aussi, je pense que c'est un peu des raisonnements d'anciens qu'on a presque. Vincent avec ses cadeaux, c'est laisser le maillot jaune aux uns pour le récupérer. UAE non plus, ils sont pas trop du genre à faire des cadeaux quand même. Oh, quand même, à l'inverse, c'est très difficile de contrôler le maillot jaune pendant 3 semaines. Et quand on voit justement la carte de ce tour-là, à chaque fois qu'on est parti d'Espagne, des Pyrénées, le futur vainqueur a toujours voulu se débarrasser quand même relativement vite du maillot. Là-dessus, Gaspard, je ne serais pas aussi définitif. Alvin, tu le sens comment, toi ? En fait, je suis hyper excité, je suis dans l'expectative, mais je me dis aussi que il s'est jamais fait pendant 3 semaines asticoter par UAE, quoi. Il y a aussi ce scénario-là qu'on n'a pas pris en compte. Il y a tellement d'inconnus qu'on va découvrir que je tire des plans sur la comète en imaginant perdre du temps sur aucun terrain. Mais je l'ai jamais vu se faire asticoter par UAE, par Visma pendant 3 semaines. Ouais, je sais pas si Decathlon a les épaules, je sais pas si lui a les épaules. Ça, c'est quand même la grande inconnue. Et puis, il y a aussi un scénario, c'est que Pogačar, quand il gagne ses Tours de France, il a toujours qu'un adversaire, c'est Jonas Vingegaard. Donc il a toujours une équipe à cibler, c'est un duel UAE-Visma en gros. Là, s'il y a une 3e équipe qui s'invite au bal et qui effectivement, manifestement, joue le général aussi, attention, comment UAE va gérer ça ? Est-ce qu'il peut y avoir une sorte d'entente ? J'y crois pas trop entre Visma et Decathlon, mais ça va être des nouvelles données aussi intéressantes pour cet été. Oui, et puis avec une question autour de la réelle valeur de l'équipe UAE, parce qu'on a parfois pu s'interroger sur le niveau des coéquipiers de Pogačar sur certaines classiques depuis le début de saison. Donc, effectivement, vous avez raison de souligner sur ces questions qui restent posées et les inconnus, surtout qu'elle suggère. Après, moi, je pense quand même que Decathlon est un peu en dessous au niveau de l'équipe. Je suis un peu moins d'accord avec Alvin. Je pense que c'est quand même pas Visma, c'est quand même pas UAE encore. Et c'est pas mal, mais voilà. Je pense que dans le match, sur 3 semaines, ça va être quand même assez nettement en dessous. Tu as raison, Gaspard, mais pour l'instant, on a
pas l'équipe officielle. Oui. On a les 4 titulaires et puis les 3 autres probables. Mais beaucoup de choses peuvent se passer d'ici 2 mois et le départ du Tour. Dernière question concernant Paul Sexas, dont le contrat au sein de l'équipe Decathlon CMA CGM arrivera à expiration en fin d'année 2027. Ce matin, dans le communiqué, il n'y a aucune allusion qui est faite à son propre avenir. Sans doute que le Tour de France nous en dira davantage sur son intention de poursuivre l'aventure dans une équipe française ou au contraire d'accéder aux sirènes qui s'offrent à lui, puisqu'on sait que UAE, Visma, Lidl Trek s'intéressent évidemment à son talent. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que le timing sera post-Tour de France. Je vois pas comment il peut en être autrement parce que il aura des réponses. S'il rêve d'un destin international, est-ce que ça peut se passer chez Decathlon? Pour l'instant, il en sait rien, quoi. S'il voit que Decathlon est trop loin, s'il voit que l'écart est immense à combler, je pense que ça peut aider de partir ailleurs rapidement, en fait. Donc je pense qu'on en saura plus, mais dans quelques mois maintenant, non? Ouais, lui va prendre conscience de ce qu'il peut faire sur le Tour de France cet été. Il va prendre conscience de son équipe. Est-ce qu'elle peut le conduire à une victoire sur le Tour de France un jour? Il le verra ça cet été. Il se rendra compte face aux meilleurs. Et puis son équipe aussi va prendre conscience du bijou qu'elle a entre les mains. Est-ce que vraiment sur un Tour de France, il peut jouer la victoire dans les 2-3 prochaines années? Ou est-ce que c'est encore, utopique d'y croire? Et est-ce que du coup, s'il peut vraiment jouer, est-ce qu'on est capable de casser sa tirelire à un point dingue dès l'an prochain pour une prolongation de contrat? Tout ça, ça va se jouer effectivement durant les 3 semaines de juillet. Ouais, et puis que lui propose-t-on ailleurs en fait? Moi, j'ai aucun doute sur la capacité financière de Decathlon, CMA, CGM et même Adecco d'accéder au souhait de Paul Sexas de construire autour de lui une vraie armada pour aller conquérir le Tour pendant des années. En revanche, on sait que les équipes qu'on a citées ont les moyens d'ores et déjà de lui offrir un standing, mais aussi des coéquipiers vraiment de grande valeur qui ont fait leurs preuves. Ça peut éventuellement faire la différence. À titre personnel, j'ai du mal à croire que ce jeune coureur français ne puisse pas être sensible au fait de faire sa carrière au sein d'une équipe française. Parce que l'histoire, elle est belle finalement, avec des entreprises françaises, avec un cocon national, sans faire de cocorico, mais il y a une histoire finalement que tout un pays attend. Donc j'ai du mal à croire qu'il puisse être sensible à une offre du UAE. Mais à l'inverse, je me dis aussi que UAE a beaucoup d'arguments à faire valoir, a aussi beaucoup de force de conviction et trouverait en Paul Sexas le successeur naturel d'un Tadej Pogačar qui pourrait, dès 2028, se concentrer sur d'autres challenges comme remporté Paris-Roubaix ou le Tour d'Espagne et surtout les Jeux Olympiques. Je vais pas encore dire qu'on est vieux dans nos analyses, etc. Mais moi, je vais plus revenir avec toi, Gaspard, parce que mais en fait, je pense que si tu veux, là, c'est notre affect qui parle aussi, et notre lecture, elle doit aussi se faire au regard de ce qui se passe actuellement. Il y a quand même depuis 3-4 années un paquet de cyclistes français qui osent partir dans des équipes étrangères. Désormais, c'est plus du tout tabou. Même Romain Bardet, ce bon vieux Romain Bardet, ce dinosaure maintenant presque, est parti à l'étranger à la fin de sa carrière. Donc en fait, pourquoi Paul Sexas n'imiterait pas certains de ses potes là-dessus, s'il a un contrat exceptionnel avec des possibilités de victoire exceptionnelles? Parce que clairement, est-ce que sa carrière pourrait être plus grande et plus belle, plus légendaire dans une équipe étrangère avec plus de victoires encore que s'il restait chez Decathlon CMA CGM? C'est ça la question qui va se poser. Et s'il y répond oui, je pense qu'il n'aura pas de mal à aller ailleurs. Hein. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi, Gaspard. On voit les anciens codes, mais je pense que dans 2 ans, s'il est ailleurs, il a une équipe XXL, puis il y a des enjeux d'image maintenant autour de Paul Sexas, de qui il est, de ce qu'il véhicule, de ce qu'il représente. Je suis pas sûr qu'il soit sensible à ce côté patrimonial, ce côté cocorico, mais peut-être que je me trompe, et je pense qu'il va tous nous faire nous tromper beaucoup de fois là dans les mois et les années qui viennent. Bien, on va avoir l'occasion d'en reparler effectivement dans les semaines qui viennent.
Mais bon, je retiens que l'autre info du jour, c'est qu'il y a beaucoup trop de boomers au micro de ce podcast de 100% vélo. Donc il va vite falloir corriger cela. Merci Gaspard, merci Alvin. Merci bien. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de 100% vélo. D'ici là, n'hésitez pas à suivre toute l'actualité du cyclisme sur notre site westfrance.fr, notre application et bien sûr nos éditions papier du journal. Il y a aussi notre page Facebook 100% vélo pour interagir. À très vite, bye bye. 100% vélo, un podcast Ouest France.